Je pense qu'il faut utiliser un modèle type Anthropic ou ChatGPT payant avec des projets. Un projet va permettre de pouvoir donner une fenêtre de contexte qui est plus grande à l'AI, pour pouvoir lui permettre de comprendre de quoi on parle, quels sont les éléments qu'il faut garder en tête à chaque fois, donner des instructions pour le projet. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Squeeze and Scale. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Alessandro pour parler d'un super use case d'Abyssal. On va vous expliquer un peu plus en détail juste après. Bonjour et merci Anna de m'inviter dans ce podcast. Donc, je suis Alessandro Silieni, cofondateur et CEO d'Abyssal. Abyssal, c'est une plateforme de creative automation qui permet aux équipes marketing dans les agences, mais aussi au sein des brands, de pouvoir automatiser et scaler la production de leurs bannières publicitaires, entre autres. Donc l'objectif de chaque épisode, comme vous le savez peut-être, c'est de décortiquer en 20 minutes un use case hyper concret. Et aujourd'hui, le use case dont je voudrais absolument qu'on parle, c'est la création de vidéos YouTube avec l'IA. Où on a vu sur votre chaîne YouTube que ce que vous faisiez, c'était quand même assez fou. Donc l'objectif, c'est de comprendre comment vous faites, comment est-ce que vous devez déployer votre playbook pour faire ces vidéos et quel est l'impact que vous avez avec votre méthode aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais juste commencer par nous décrire un peu rapidement la problématique initiale? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans la création de vidéos à grande échelle? Alors, on n'est pas vraiment sur de la vidéo à grande échelle. On avait plutôt un problème qui était assez identifié. On a un produit qui est pas forcément simple d'utilisation. Il est, on va dire, easy to use, hard to master. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Et du coup, on avait besoin de faire donc des tutos YouTube. Alors, l'objectif, c'était de faire des tutos vidéo qui étaient courts, c'est-à-dire moins de 4 minutes pour chaque vidéo. Et encore, 4 minutes, c'est assez large. Et de le faire, on va dire, de manière un peu industrialisée, pour éviter de, à chaque fois, trouver une salle. Nous, on est à Station F. Trouver une salle, c'est compliqué. Trouver à chaque fois, faire le setup avec les caméras, avec tous les éléments, préparer le script, faire les rushs, faire le montage, ça prend du temps. Et en fait, on cherchait à trouver une solution pour pouvoir faire ça plus rapidement et le faire avec une qualité optimale. Du coup, on a décidé d'utiliser de l'IA pour faire ça. Parfait, ça fait sens. Et du coup, comment est-ce que vous avez structuré l'approche? C'était quoi à peu près votre durée de vidéo visée? Comment est-ce que vous avez établi toute votre méthodologie là-dessus? Concrètement, de la prod vidéo, c'est toujours à peu près la même chose. Il faut d'abord avoir un script, quelle est l'intention de la vidéo, de quoi on veut parler, qu'est-ce qu'on veut dire dans cette vidéo, planifier aussi ce qu'on veut montrer, parce que là on est dans du tutoriel, ça implique donc qu'il faut bien définir qu'est-ce qui est important de montrer dans une vidéo courte, quels sont les détails, est-ce que c'est des vidéos qui sont tuto dans l'approfondissement donc de l'accès aux fonctionnalités, ou est-ce que c'est du généraliste. Donc c'est un peu la définition de tous ces points en amont. Et ensuite, bon, c'est du tooling AI, et puis on va pouvoir en discuter un peu plus de qu'est-ce qu'on a utilisé pour pouvoir faire ça. Mais on va dire qu'il n'y a pas non plus d'énormes changements de process par rapport à faire de la production, on va dire, plus manuelle. Et si on revient pour juste poser le contexte pour la suite sur les livrables, est-ce que tu peux juste décrire plus en détail les vidéos que vous avez produites in fine? Comme ça, on va voir comment est-ce qu'on remonte dans la production jusqu'à là. Du coup, les vidéos qu'on a produites in fine, c'est des vidéos qu'on peut voir sur notre YouTube. On a fait une playlist qui est Abyssal 101, donc qui est comment utiliser Abyssal. Et on a découpé, donc, on va dire, les grandes parties des fonctionnalités de la plateforme, donc l'éditeur, le spreadsheet, le dynamic image, l'API, etc., et faire une vidéo dédiée pour chacun de ces sujets. Ces vidéos-là, elles sont présentes sur notre YouTube, mais aussi elles sont présentes sur la plateforme en elle-même dans un onglet qu'on appelle Help and Get Started. Et donc, ça permet aux utilisateurs de pouvoir directement avoir accès à ces vidéos, aussi bien au sein de la plateforme que aussi bien pour nos abonnés YouTube. Et si je me trompe pas, ils sont aussi dans un format plus stop motion que des personnes qui parlent face caméra. Alors, il n'y a pas de personne face caméra, on est sur de l'AI. Donc, il n'y a pas de personne, de vraies personnes tout court. Il y avait la possibilité éventuellement de faire de l'injection de fausses personnes AI avec comment on peut appeler ça, les lèvres qui suivent les paroles, etc. Mais on s'est dit que là, on est dans du tuto. Avoir vraiment quelqu'un en face de soi pour comprendre comment fonctionne un produit, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Du coup, on a décidé de plutôt partir sur du full AI voice. Le script qui lui a été écrit et optimisé donc par AI aussi. Et puis ensuite, il y a, on va dire, la seule partie qui n'est pas automatisée via AI,
qui aurait pu d'une certaine manière, mais c'est plus compliqué, c'est la partie screen record donc de l'app, tuto, pour comment en fait où ça clique en fonction de qu'est-ce qui est dit en audio, et on va dire le montage final qui aussi se fait un petit peu manuellement. Il y aurait aussi encore d'autres solutions, mais le but c'était que ça ne coûte pas trop cher, le but c'était d'aller assez vite, le but c'était aussi de donner ça à mon alternant en design pour qu'il puisse produire ça. Au plus haut gros rythme de production qu'on avait, il arrivait à en produire 2 à 3 par jour, ce qui est plutôt déjà pas mal C'est un en rythme termes de sympa, niveau de ouais. production. Donc du coup, pour récapituler pour les personnes qui nous écoutent, qui peut-être qui n'ont pas vu les vidéos, on est sur du la voice-over, sur des vidéos où on présente le produit via du screen sharing, c'est ça? C'est ça. Parfait. Et juste par rapport à ça, est-ce que vous avez éventuellement des inspirations? Vous avez aussi nourri à l'IA sur le type de format ou vous aviez plus travaillé sur le script là-dessus? Alors, si on rentre maintenant dans le détail de comment on l'a fait, je pense que déjà de base, il faut utiliser un modèle type Anthropic ou ChatGPT payant avec des projets. Pourquoi des projets? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un projet dans ces tools-là. Un projet va permettre de pouvoir donner une fenêtre de contexte qui est plus grande à l'AI, pour pouvoir lui permettre de comprendre de quoi on parle, quels sont les éléments qu'il faut garder en tête à chaque fois, donner des instructions pour le projet, ce qui implique que tous les chats qui vont être ensuite faits dans ce projet vont pouvoir être, on va dire, suivre les instructions du projet. Donc là, dans ce cas particulier, c'est un projet qui est dédié pour faire de la production vidéo YouTube, avec des logiques d'instruction de prompt qui sont optimisation de hook, optimisation du langage et du vocabulaire utilisé, une liste complète de toutes les fonctionnalités de la plateforme, détaillée, avec comment elles fonctionnent, qu'est-ce qu'elles fonctionnent, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire, comment on peut le faire, etc. Et ça permet d'alimenter l'AI pour comprendre comment fonctionne Abyssal. Et donc, comme je disais, nous, là, dans cette partie-là, on a utilisé Anthropic. Personnellement, je trouve que Anthropic, dans la partie création de contenu texte, qui après est transvasé en audio, mais en utilisant une autre AI pour ça, est meilleur que ChatGPT, pour la simple et bonne raison qu'elle sonne un peu plus naturelle, elle sonne un peu moins robotique, elle sonne un peu moins AI, justement. Et je trouve que d'un point de vue syntaxe, pour le marketing, Anthropic est meilleur sur ce point. ChatGPT s'est amélioré sur les derniers modèles, mais en tout cas, quand on a fait la production de ces vidéos-là, on l'a fait via Anthropic. Donc, setup d'un projet. Dans ce projet, on a mis le tone of voice de la boîte. Qui on est? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le vend? Comment on parle à nos utilisateurs? Donc, ça fait partie du tone of voice. Les fonctionnalités. Comment ces fonctionnalités fonctionnent réellement? Donc ça, c'est vraiment tout le setup du projet. Ensuite, dans les instructions du projet, il y a toute la partie définition de qu'est-ce qu'on attend en résultat sur les chats lorsqu'on va commencer à prompter pour pouvoir générer. Puis après, on peut continuer, mais j'ai l'impression que tu avais une question, Anna. Ouais, sur la partie projet, désolée, je vais pas commencer. J'ai deux questions. Juste sur la partie projet, se pose souvent la question du degré de détail dans lequel tu dois entrer. Du coup, c'est quand tu dis, vous avez décrit notamment les fonctionnalités d'Abyssal, jusqu'où tu vas? Est-ce que tu fournis des docs qui sont similaires à des specs? Est-ce que tu fournis des choses qui sont plus condensées? Est-ce que vous avez fait des tests là-dessus pour voir aussi ce qui aidait ou plus ou moins l'IA? Concrètement, plus on va loin dans les détails, mieux c'est. C'est-à-dire que mieux vaut donner plus d'informations que d'en donner pas assez. Alors bien entendu, ça veut dire que les informations aussi, il faut qu'elles soient compréhensibles, mais dans certains points aussi, elles peuvent être succinctes. C'est-à-dire qu'on va pas réexpliquer à une IA qu'est-ce que c'est qu'un WYSIWYG. Elle comprend qu'est-ce que c'est qu'un WYSIWYG. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire la bonne part entre quel est le message qu'on veut faire part sur une fonctionnalité, c'est-à-dire à quoi elle sert, à qui elle s'adresse, qu'est-ce qu'elle permet de résoudre. Et après, s'il y a un niveau de détail à rentrer, autant le donner. Si soi-même on pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt de donner plus de détails sur un élément en particulier, autant ne pas le faire. Ça Ça évite marche. d'avoir des fenêtres de contexte trop surchargées.
Et là-dessus, notamment, juste pour avoir un ordre d'idée, c'est du coup, vous fournissez plutôt des PDF. J'ai aussi vu parfois des entreprises qui maintenant mettaient carrément des screenshots de certaines parties de leur site à l'IA. C'était quoi à peu près les formats des livrables que tu mettais dans la description du projet? Je mettais un peu de tout ça. C'est-à-dire des PDF, c'est-à-dire le tone of voice, l'explication de la boîte, c'est du PDF. Le sales playbook, j'ai mis le sales playbook directement, donc on a fait un export de Notion, de notre Notion en PDF qu'on a importé aussi. J'ai mis aussi les documentations qu'on a sur notre Notion aussi pour la partie marketing, pour tout ce qui est éléments de langage, compréhension du wording à utiliser, etc. aussi, donc fichier PDF. Et puis après, il y a eu pas mal de screenshots de l'app en elle-même. Donc faire des screenshots up-to-date de l'app et les mettre dedans, tout simplement. Parfait. Top, hyper clair. Et sur la partie instruction, est-ce que je reviens et peut-être on en parlera aussi tout à l'heure, mais tu parlais du hook. Pour moi, la partie hook, c'est là où l'IA elle a souvent pas la meilleure. C'est un peu plus complexe. Est-ce que vous aviez eu est-ce que vous avez adopté un style particulier pour l'instruction là? Est-ce que vous donnez des exemples et si oui, quel volume d'exemples? Et comment est-ce que vous avez fait en sorte que le rendu soit le meilleur possible là-dessus? Alors dans le projet en lui-même, j'ai aussi ajouté des documentations on va dire de guidelines sur comment faire des bons hooks sur YouTube que j'ai trouvé ailleurs. C'est-à-dire que je les ai trouvés sur LinkedIn, je les ai trouvés dans des forums, sur Reddit, etc. Où j'ai pris en fait les good practices pour pouvoir faire des bons hooks, pour pouvoir faire des bons messages aussi, etc. Après, on peut penser que faire des instructions c'est compliqué. La réalité c'est que on ouvre une nouvelle fenêtre de chat, et dans cette fenêtre de chat, on dit je veux créer des instructions pour un projet, par exemple ChatGPT. Les instructions doivent contenir ça, ça, ça et ça. Aide-moi à ajouter les éléments que je n'aurais pas pensé. Fais-moi des propositions. Et ensuite, peut-être passer 15, 20 minutes, une demi-heure s'il faut, juste à créer les instructions de base. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini ces instructions, généralement, après, ça roule. C'est juste qu'il faut d'abord les créer correctement. Et les instructions peuvent être assez vastes. On peut mettre beaucoup d'informations dans les instructions. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans la vidéo? Comment on parle? Quels sont les hooks? Faire des propositions. Lui dire à chaque fois que je vais te demander de faire une nouvelle vidéo, il faut que tu me fasses une proposition de plusieurs hooks. C'est vraiment les instructions. On définit d'abord de bonnes instructions pour pouvoir ensuite populer donc le projet avec ces instructions pour que les chats après soient pertinents. Et par rapport aux instructions, est-ce que parfois vous avez utilisé des méthodologies type du reverse engineer, de dire j'ai envie d'avoir ce résultat-là et quel prompt je dois faire pour l'obtenir? Est-ce qu'il y a d'autres petits tips ou Pareil méthodos que dans vous la avez? knowledge base, donc qui est en fait finalement le dossier du projet, on a mis des exemples de hooks, de bonnes vidéos. C'est-à-dire que je suis allé regarder des bonnes vidéos qui nous plaisaient de tutoriels, parce que là c'était un projet qui était dédié pour faire du tutorial, où on a regardé des vidéos, par exemple celle de Framer, celle de Webflow, et en fait je suis allé récupérer en fait leur transcript de leurs vidéos et que j'ai réinjecté après sous format PDF dedans. Et après dans les instructions, je lui dis à chaque fois en fait, il faut que tu ailles chercher dans la knowledge base tel fichier pour pouvoir avoir les informations des bons éléments de langage ou des bonnes pratiques que tu dois utiliser pour telle action. Non, c'est Donc super intéressant parce que je plus pense on que est ça précis, mieux montre. c'est. Ouais. Non, mais ça montre à quel point il faut. Parce que là, sur le temps de préparation, finalement, il est tout aussi important que le temps de génération. Et là, globalement, juste pour qu'on se rende mieux compte, vous avez passé après combien de temps pour réunir toute cette knowledge base, tout remettre dedans? Et donc, à quelle fréquence que vous la remettez à jour aussi si vous réutilisez ce type de projet? Je dirais que la knowledge base et la définition du projet, ça se fait en un après-midi. Allez, grand maximum une journée, si on est vraiment très consciencieux et qu'on va faire les choses dans les règles de l'art. Mais un après-midi, 3-4 heures, ça se prépare un projet. Et ensuite, oui, forcément, s'il y a eu des mises à jour sur les interfaces, il faut peut-être aller supprimer les screenshots qui sont plus bons, mettre des screenshots qui sont plus à jour. Si on a décidé d'avoir un positionnement différent dans la manière de parler, on va mettre à jour le projet. Mais normalement, c'est pas quelque chose qui change tous les 2 mois. Peut-être une fois tous les 6 mois, une fois par an. Mais normalement, si c'est bien setup au début, normalement après, il n'y a pas de problème. Top.
Bon, pour avancer sur la partie création de vidéo, une fois qu'on a fait le projet, c'était quoi du coup l'étape juste après? Comment est-ce que vous avez découpé la création de vidéo aussi? Et qui aussi s'occupait de quoi? Parce que du coup, tu as mentionné aussi votre designer. Comment ça se passait en interne là-dessus? Donc dans la partie chat, donc concrètement, on veut faire une première vidéo. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai ouvert dans ce projet, créé un nouveau chat. Ce nouveau chat, j'ai dit, on veut créer des vidéos pour nos tutos YouTube. Ça, c'était déjà dans les instructions. On va faire la première vidéo de cette playlist. Cette première vidéo, ça va être X. On va parler de ce sujet-là en particulier. Normalement, après, les instructions font que il va commencer à produire donc le premier élément qu'on a besoin. Il va produire, donc moi je lui demandais de produire le contenu, voice-over, c'est-à-dire que c'était un contenu qui était optimisé pour être dit à l'oral, donc avec les temps de pause, avec pas forcément des timestamps, parce qu'on n'en aura pas besoin justement pour la suite, avec aussi quoi mettre dans la vidéo YouTube en elle-même, dans la partie description, dans la partie tags, dans la partie paramétrage de la vidéo sur YouTube en lui-même. Donc il y a un petit peu tous ces éléments-là. Et après, en fait, c'est une conversation chat. C'est-à-dire que si le premier résultat qui est donné ne nous plaît pas, bah, on dit, voilà, les éléments, ça, j'aimerais que tu me fasses une variation. J'aimerais que tu me proposes un autre élément. Et une fois qu'on est bon, bah, normalement, on a un script. Ce script-là, il est censé être complet. On prend ce script. Et après, ma deuxième étape, après avoir pris ce script qu'on trouvait finalisé, c'est j'ai pris un compte sur Eleven Labs, qui pour moi est la meilleure AI voiced sur le marché. En amont sur Eleven Labs, j'ai testé, cherché, fouiné un peu pour trouver quelle est la voice que je voulais utiliser. Alors après, si on veut être un peu différent, on peut utiliser différentes voices pour chaque vidéo, etc. Mais moi, j'ai décidé de choisir la voice qui nous ressemblait le plus en termes de tone of voice, qui était le plus aussi lisible, scannable par une cible internationale, parce que nous, la majorité de nos clients ne sont pas français. Donc il faut que ça soit de l'anglais qui soit compréhensible par tout le monde. Et ensuite, bah, dans Eleven Labs, je collais le script et je faisais une génération. Ça me sortait un fichier MP3, je le téléchargeais, et ensuite je donnais à mon alternant le script texte, le script audio, et à partir de là, il pouvait se débrouiller. C'est-à-dire qu'il utilisait après un outil de screen capture. Donc pour ça, on a utilisé Screen Studio. Il y en a plusieurs, hein, des alternatives à Screen Studio, mais il est très bien. Il permet de faire les zooms automatiques, les transitions automatiques. C'est assez simple d'accès. Et ensuite, c'était un petit montage final qui a été fait directement sur Adobe Premiere, où bah, on utilise le script texte pour pouvoir sync et bien s'assurer que l'audio suit au bon endroit, pour que lui aussi puisse après recorder au bon endroit. Donc après, en fait, il faisait tourner l'audio dans ses écouteurs et bah, il allait sur la plateforme et il allait cliquer en fonction de là où l'audio parlait. Donc voilà, là l'audio a dit de faire ça, l'audio a dit de faire ça, bah on clique, on fait ce genre de choses-là. Alors là, on est allé la extra miles, on a ajouté des petites animations aussi dans la vidéo, mais ça c'est parce qu'on aime les choses bien faites jusqu'au bout, et qui faisait partie aussi de motion resources qu'on avait déjà en interne pour pouvoir faire un montage final. Mais en gros, globalement, il prenait 2 à 3 heures pour pouvoir faire le screen record et le montage final. Ensuite, il me donnait le fichier MP4 qui était donc encodé en 4K pour YouTube. Et moi, à partir du moment où j'avais le script texte, donc j'uploadais la vidéo sur YouTube. Le script texte, je l'utilisais une deuxième fois pour pouvoir générer les subtitles sur YouTube, pour éviter d'utiliser la génération automatisée de YouTube. Autant directement donner le script texte, vu que je l'ai déjà, et vu qu'il est parfait, et qu'il est exactement ce qui est dit en audio. Remplir les éléments de description, les tags, les paramètres pour la vidéo en elle-même, et puis hop, c'est poussé en ligne. Donc un process qui s'industrialise vraiment simplement. Et Voilà. tu mentionnais que tu pouvais aller plus loin encore avec de l'IA. C'était sur quelles étapes du coup? Sur de l'IA, où on peut aller encore plus loin, on pourrait... moi, j'ai fait des choses où j'ai demandé au niveau du langage d'être un peu playful, d'être un peu aussi éducatif, d'être ce genre de choses-là. Donc, c'est un petit peu dans les intentions de qu'est-ce que je voulais en sortie d'output de texte pour pouvoir après utiliser ça dans la voice. On pourrait aller plus loin. Il y a des tools qui permettent de faire du screen record, AI, mais pas vraiment. Ça n'existe pas vraiment encore, ce genre de choses-là. De se dire, voilà, j'ai une AI qui, en fait, va directement faire le screen record pour une particularité de features et reprendre exactement ce qu'il faut faire. Pour ça, il faudrait peut-être utiliser, tricher
et utiliser d'autres trucs, d'autres tools qui sont plutôt des tools d'onboarding, guidelines, guides intégrés, et peut-être utiliser ça pour en fait même bypasser la partie screen record et se dire bah en fait c'est l'AI qui va être utilisé pour faire des guides sur la plateforme. Nous on utilise entre autres Supademo pour ça. C'est-à-dire qu'en plus de nos guides tuto YouTube, on a des guides dans la plateforme qui sont des Supademo. On aurait pu, si on veut vraiment faire les trucs en mode moins quali, on fait en fait des guides Supademo. Le voice-over qui est aussi généré par Supademo, on le prend. Il y a même une voice, je crois, qui est générée par Supademo, et en fait, on pourrait tout faire directement avec Supademo, dans l'absolu. Après, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau de... là, on cherchait à avoir aussi de l'intonation particulière, des explications spécifiques, avoir aussi un cheminement de tutoriel qui est sympa à regarder. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, quand je regarde nos statistiques de notre YouTube sur le watch time de chacune des vidéos tuto, chaque vidéo qui est regardée, le watch time, il est à 60-70%. C'est-à-dire que chaque 60 à 70% des gens qui regardaient ces vidéos-là les regardent jusqu'au bout. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on a c'est successful, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait que les vidéos soient percutantes, que les gens les regardent en entier. C'est pour ça qu'il faut essayer aussi de faire des vidéos de 2, 3 minutes, 4 minutes maximum. Quand on veut faire de la vidéo démo globale, je sais qu'il y a des gens qui le font, on l'a fait aussi nous à une époque, des vidéos qui durent une demi-heure, 1 heure avec de la démo complète de la plateforme, de A à Z, etc. Le truc, c'est que qui a une demi-heure, 1 heure à se mettre devant une vidéo YouTube pour apprendre à utiliser un outil? De moins en moins de gens, et les gens ne veulent plus faire ça non plus. Donc ça veut dire que avoir des vidéos qui sont short, ça permet aussi de pouvoir gagner un peu plus d'attention, et c'est un peu plus du contenu snack. C'est-à-dire moi, ok, j'en regarde une première, il y en a plein en fait, qu'une fois qu'ils en avaient vu une, ils en regardaient une deuxième, ils en regardaient une troisième. Et c'est beaucoup plus facile à consommer de cette manière-là. Et on essayait de faire aussi une liaison entre les vidéos pour dire, dans la prochaine vidéo, on va voir tel sujet. Donc il y a un peu une logique, intro, contenu, outro, etc. etc. Donc l'AI, on peut faire beaucoup de choses avec, mais il faut vraiment s'en servir comme un outil. C'est un outil qui va permettre de gagner du temps sur certains points en particulier. Mais il n'y a pas encore de baguette magique où on dit j'appuie sur un bouton et ça fait tout à ma place. Pas encore. Non, ça c'est sûr. Peut-être Pas un encore. jour. Bientôt. Et du coup, tu as mentionné tous les assets type tag, le titre et la description. Et pour les thumbnails des vidéos, ça, est-ce que vous le faisiez aussi avec de l'IA? Est-ce que vous le faisiez plutôt à la main? Comment ça se passe là-dessus? Les thumbnails, on les faisait avec Abyssal. Donc notre propre tool. Donc on a fait un projet chez nous, on a fait des variations donc de thumbnail design, et comme ça en fait je les ai designés une fois, et puis ensuite il y a mon alternant qui générait des thumbnails. On a fait même des tests A/B tests où on a mis, quand on uploadait une vidéo, on mettait 2-3 thumbnails pour que ensuite ça tourne et que ça finisse par sélectionner un winner de la thumbnail qui avait le plus de reach, quoi. Ok, Tout simplement. top. Et donc du coup, en setup global, on a du coup Anthropic, ou peut-être aussi on peut utiliser un chat GPT avec un projet qui est setup pour réussir à créer un script qui ensuite est adapté en vidéo avec un Eleven Labs, qui ensuite est mis par-dessus un screen record en prenant un outil screen record qui convient à la personne. Et ensuite, vous réutilisez Anthropic pour recréer du contenu annexe à la vidéo YouTube, donc tout ce qui est texte, Titre, description, tag, etc. Et Abyssal pour créer le thumbnail, pour avoir l'image. Et par contre, vous publiez aussi à la mano, sans utiliser potentiellement tout un setup de publication automatique de sans avoir forcément besoin de ça. Là, c'est, on va dire, une playlist tutoriel. Donc, il n'y a pas non plus 25 millions de vidéos à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en a fait une dizaine, quinzaine, bon, voilà, on a fait les tutos de l'ensemble de la plateforme. Par contre, après, si on rentre dans une logique de production vidéo qui est un peu plus marketing automation, on pourrait mettre un setup N8N ou un setup Make ou un setup Zapier derrière et faire tout en automatisé. C'est totalement possible. Mais c'est pas les mêmes objectifs. Là, c'était l'objectif tuto. Donc, pourquoi over-engineer quelque chose quand, en fait, on sait qu'il y a une finalité avec, on a besoin de créer 10 assets, on va le faire de cette manière-là. J'estime qu'on a gagné facilement 1 semaine ou plus de travail sur ce projet-là pour faire toutes les vidéos. Que si on les avait fait comme on faisait avant, c'est-à-dire réserver une salle, sortir la caméra, la calibrer, vérifier l'audio, décompiler les rushs, couper les rushs, faire le montage complet, ensuite screen record en même temps que la vidéo, c'est-à-dire que dans le montage, il fallait record l'écran plus
record nos têtes pour pouvoir ensuite avoir les rushs et ensuite les merger ensemble. Là, en fait, le process était simple, hein. C'est du texte qui est généré, on utilise ce texte pour pouvoir ensuite faire de l'audio, et ensuite on fait un screen record qui est basé sur le texte, en suivant juste les instructions, hein. C'est du point and click, et ensuite on fait un montage final et on upload. Et comme ça, tout ça, en fait, c'est un projet qu'on a pu faire toutes les vidéos encore en 2 semaines, et pas full time, hein. C'est-à-dire, j'avais pas non plus le temps de faire ça tous les jours. J'imagine. Et par rapport à juste Donc là, tu as parlé de 60%, de 60 à 70% de taux de visionnage. Entre des vidéos, on voit justement la tête de la personne qui commente ce qu'elle fait en screen sharing et des vidéos comme ça où tu as juste du screen sharing avec de la voix. Est-ce que tu as observé des différences de consommation ou pas tant que ça? Non, pas vraiment. Je pense que là, en plus, peut-être que si c'est un cas particulier, c'est du tutoriel. Les gens, ils n'ont pas forcément envie de voir quelqu'un. Ils ont besoin d'avoir des réponses à des questions. Donc, peut-être que pour d'autres segments de vidéos, ça aurait eu un plus d'impact d'avoir quelqu'un en visuel. Mais dans ce cas particulier, non. Ça, je pense que ça n'a eu aucun impact. On avait à l'époque fait d'autres vidéos. J'avais un watch time qui était moins bon, mais aussi parce que les vidéos étaient plus longues. Donc, je pense qu'aussi ça, c'est surtout ça l'impact. Et je me permets de revenir quand même sur le choix du format. Encore, ça fait souvent sens, mais on tombe parfois sur des clients qui ont envie de faire des vidéos en stop motion pour décrire leurs fonctionnalités et qui ont envie de mettre des budgets de dingue aussi là-dessus. Pour toi, quel est du coup pourquoi avoir fait ce choix et comment est-ce que selon quel rationnel est-ce que tu conseillerais aux entreprises de faire le choix du coup entre utiliser ce type de méthodologie pour faire des vidéos plus vite ou partir sur des stop motion? Est-ce qu'il y a vraiment un vrai impact derrière sur la visibilité? Parce que là, pour le coup, le watch time que tu me décris est plutôt vraiment chouette. Voilà, est-ce que tu as un peu un recul là-dessus ou pas du tout? Bah, je pense que le recul est assez simple. C'est une question de budget. Donc, est-ce que on veut faire vraiment des vidéos complètes avec beaucoup de blabla, beaucoup de branding, beaucoup d'éléments? Non, nous, l'objectif, c'était de faire des vidéos tuto et de les rendre disponibles et faciles d'accès pour l'ensemble des utilisateurs. Donc là, si moi je regarde tout de suite notre channel YouTube, j'ai des visios tous les jours, j'ai des subscribers qui rentrent tranquillement. Pourtant, la dernière vidéo qu'on a uploadée, ça date maintenant. Elle date de juin, 5 juin. Là, on est le 2 juillet. Donc, ça fait un mois. Pourtant, on continue à faire des subscribers cette semaine. Je continue à faire des vidéos, des views sur toutes mes vidéos. Mon view duration, il est bon. Là, je regarde par exemple, je sais pas moi, Abyssal Tutorial, Generate Design Variation in Seconds. La vidéo dure 1 minute 25. Mon watch time est de 61,6%. Je pense que j'ai gagné 5 subscribers sur cette vidéo. Voilà. Donc, ça dépend toujours de ce qu'on veut faire. Si on veut en faire une stratégie marketing pour pousser du contenu de manière régulière, il y aura forcément en fait un peu d'A/B test. Il va falloir en fait A/B tester, faire des variations différentes, et peut-être que on va après au fur et à mesure affiner. On arrive sur les dernières questions là-dessus. Donc, juste concrètement, c'est quoi les KPI que vous suivez aujourd'hui sur ces vidéos-là donc, tu m'as parlé beaucoup du watch time, tu m'as parlé de la conversion. Est-ce qu'il y a d'autres KPI que vous suivez par rapport à ça? Je regarde essentiellement est-ce qu'on a des vues, est-ce qu'on a des clics, est-ce que le watch time est toujours bon. Et après, aussi, on se rend compte que ces vidéos, on les utilise dans plein d'autres cas. C'est-à-dire que nous, on a notre intercom qui est réglé, qui est en intercom AI, où je crois qu'aujourd'hui, 80% des discussions sont faites directement avec notre AI, qui répond et close directement, en fait, je crois 80% des discussions. Et on a alimenté aussi notre intercom avec les vidéos en question pour que quand les gens ont des questions en particulier sur certains points, on leur dit voilà comment faire, et sinon vous pouvez regarder cette vidéo et il leur donne le lien. Donc pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Top. Et pour finir, est-ce que vous voyez un peu des objectifs d'élargir ça à d'autres aussi formats vidéo éventuellement, peut-être aussi sur d'autres canaux type LinkedIn, TikTok ou pas encore? Et où est-ce que vous en êtes sur vos itérations sur le vidéo IA? On réfléchit à des tas de choses. Malheureusement, on n'est pas non plus extrêmement nombreux, donc il faut choisir ses batailles et quels sont les sujets sur lesquels on bosse le plus. On va en faire plus, mais je pense qu'il faut aussi toujours garder un peu un mix entre de la vidéo AI, full AI, et de la vidéo aussi, on va dire, plus humaine. Les gens ont encore besoin de voir des vrais gens parler.
et pas juste avoir de l'AI qui dit des choses. Donc je pense que les prochaines vidéos qu'on va faire, on va peut-être faire des vidéos un peu plus orientées cas d'usage, par exemple. C'est un peu la next step. Cas d'usage ou ICP. C'est-à-dire, vous êtes, nous dans notre cas, vous êtes une agence, vous êtes un marketeur, vous êtes un designer. Voilà ce que vous pouvez faire avec Abyssal. Donc, et faire des vidéos cas d'usage, éventuellement, qui pourraient être ensuite utilisées aussi bien sur nos landing pages que aussi même dans de l'ADS, tout simplement. Ouais, et après, tu peux aussi dériver du texte et même faire du SEO programmatique et rediriger les vidéos. Enfin, tu peux faire pas mal de choses autour de ça. Donc Tu peux faire plein de choses. Ouais, tu peux toujours faire plein de choses. Donc après, il faut arbitrer ce que tu fais. Pourquoi. Ouais, merci beaucoup, Alessandra, pour ce partage d'expérience. Je dois que ça va Merci inspirer Anna. plein de monde à faire des vidéos un peu de démo produits avec de l'IA. Oui, surtout, n'hésitez pas, regardez sur le channel YouTube Abyssal, vous regardez la playlist 101, et puis vous pourrez vous rendre compte qu'est-ce que ça fait, une IA bien calibrée pour pouvoir faire des vidéos tuto. Vous serez bluffé au début, je pense que vous vous rendrez même pas compte que c'est de l'AI derrière. Peut-être ça fera aussi plein de subscribers sur Abyssal aussi. Vous pouvez aussi faire le Oui, thumbnail. bon, ça C'est assez c'est un pratique. détail. Ouais, trop bien. Merci beaucoup, Alessandra. Merci Anna.